Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'écriture où on retrouve l'autrice Julia Richard qui vient nous parler de son rapport à l'écriture, à l'édition et au métier d'écrivain. Avant de lancer officiellement cet épisode, je vous rappelle qu'il est temps de vous abonner, de liker et de partager. Ça m'aide beaucoup et me permet de vous proposer toujours plus de contenu inspirant. Je vous remercie et sur ce, on est parti. Salut Julia! Salut Isabelle! Comment tu vas? Bah écoute bien, fin de journée et toi? Ouais, écoute, je vais bien aussi. Je suis très contente de t'avoir dans le podcast, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Et comme avec tous mes invités, je ne vais pas te présenter, je vais te demander de le faire afin que tu puisses vraiment poser les mots que tu veux, te présenter de la manière que tu veux afin que tous nos auditeurs puissent te connaître de la meilleure manière. Donc on commence direct par un exercice de torture, c'est bien ça. C'est Oui. horrible d'avoir à se présenter en vrai. Mais Julia Richard, je suis autrice d'imaginaire en fantastique, science-fiction, à tendance horrifique, mais pas que. Voilà, un petit peu de thriller. Principalement chez L'Homme sans nom, j'y ai publié 3 romans, Carne, Paternoster et Se méfier de Loki d'or. Et puis, à la marge, chez Le Héron d'Argent. Prochainement, j'ai une sortie chez Timelapse qui s'appelle Désincarnation. Et puis, des petites nouvelles à gauche et à droite, un petit scénario de BD, un petit travail sur un court-métrage. Voilà, des petits projets. Super, donc très hétéroclite comme approche de l'écriture. Et je tiens à préciser d'ailleurs que Désincarnation, au moment où le podcast sort, sera sorti en librairie. Donc, ne pas hésiter à aller l'acheter si l'interview vous donne envie d'en savoir plus sur Julia Richard. Est-ce que tu pourrais me donner un mot ou une notion qui caractérise un petit peu ton rapport à l'écriture? Je dirais productivité, parce que j'ai un rapport malsain à la productivité, qui est une valeur familiale extrêmement forte, qui nous a été inculquée à mon frère et moi par mes parents, où toujours être dans l'excellence, plus haut, plus fort. C'est le harder, better, faster, stronger. C'est un peu ça. Et peut-être je suis même pas catholique, mais ce rapport un peu catholique qu'on a à la culpabilité de se dire, quand je suis en train de lire, je voudrais être en train d'écrire et je suis en train de culpabiliser de ne pas être en train d'écrire. Quand je suis en train d'écrire, je me dis qu'il faudrait que je me documente et que je lise plus. C'est cette espèce de quête constante d'insatisfaction personnelle et puis un bon gros syndrome de l'imposteur qui va bien. Est-ce que ça fait un mot? Pas du tout. Mais en gros, c'est productivité, on va dire. Ok, donc quand tu mets tout ça un petit peu sous le chapeau de la productivité, tu englobes vraiment la notion de culpabilisation, de pas produire assez, c'est ça, de pas être assez, de jamais être assez. Et écoute, c'est intéressant pour quelqu'un quand même qui a déjà publié 5 romans, en tout cas 5 publications, depuis finalement assez peu de temps, et qui n'aurait pas dû publier cette année. Et il me semble que tu as fait un post il n'y a pas si longtemps où tu disais que finalement tu avais publié énormément cette année. Oui, C'est drôle. surtout avec un album illustré, un roman et puis la novella, la Désincarnation qui sort chez Timelapse. C'était pas du tout prévu, plus 2 nouvelles. Non, c'était... Mais c'est des projets dans les pipes et en fait, les planètes se sont alignées, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, je fais des publications jusqu'à 2026-2027 à l'aise. Puis pas du tout, en fait. Mais donc là, tu te je pense retrouves... que peu importe depuis combien de temps on écrit, de combien de projets on finit par sortir. Si on a ce côté un syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, ça nous colle à la peau, c'est tout. Ouais. Et ça a un petit peu évolué depuis que tu as commencé à écrire quand même ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Alors moi, c'est Catherine Dufour qui est donc un peu la queen française en SF. Que j'aime bien citer. Je l'ai vue en mars au Pop Woman Festival. Elle disait en conférence, je trouve ça génial, quand le syndrome de l'imposteur, je sens le syndrome de l'imposteur pointer le bout de son nez, je m'assois dessus et les 2 fesses. Et je trouve ça génial. Alors, c'est Catherine Dufour, elle peut se permettre, vu sa renommée, vu l'excellence de son travail, d'avoir ce type d'attitude, mais elle a raison. J'irai pas jusqu'à du fake it until you make it à l'américaine, mais j'essaye de prendre de la hauteur pour me préserver ma santé mentale, ma santé physique, ce que je vois derrière, que je fais de l'eczéma, ou ce genre de choses, parce que le rapport à la création est censé être
on doit laisser de la place à du temps mort, à divaguer, à se hasarder en fait pour découvrir des choses, laisser le temps au projet de respirer. C'est toujours l'équilibre un petit peu difficile à trouver entre se faire violence, et j'aime pas trop le terme de se faire violence, mais à mettre entre guillemets, pour se motiver quand même et atteindre ses objectifs, et en même temps pas se mettre une pression de malade, parce que je pense pas par ailleurs que ce soit particulièrement pertinent de sortir 3 romans par an. Alors, tu Ça entends peut-être dépend. au fond mes chats qui se battent. tout va bien, sinon. On doit l'entendre un petit peu, mais je crois que nos auditeurs, de toute façon, ils aiment assez les chats, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais ouais, j'entends bien ce que tu dis sur le syndrome de l'imposteur, d'être obligé en fait d'avancer mine de rien, machin. J'aime pas non plus le terme effectivement se faire violence, mais parfois c'est vrai, faut pas se mentir. Si tu veux aboutir à un projet, faut quand même se mettre un bon petit coup de pied au derrière. Parfois il y a besoin. Donc ouais, c'est un peu cette ambivalence de, il y a pas besoin de se mettre une pression monstre, mais il faut quand même se mettre une petite pression, parce que sinon, si on s'écoute, on ne fait rien, quoi. Enfin, c'est ça. En fait, l'écriture, c'est comme un cœur battant. Il faut un minimum de pression, sinon tu es sur un cardiogramme plat et t'avances pas, il se passe rien, il n'y a pas de relief. Et puis, si tu en as trop, tu pètes un câble et tu développes des problèmes de santé. Mais ouais, c'est un pouls, en fait, je pense, l'écriture. Il faut de la régularité, il faut quand même des pics, mais il faut quand même aussi des temps morts par moment. Tout à fait. Et ça, je pense que, enfin, moi, en tout cas, je le vois un petit peu en coaching, c'est ça que peut-être les gens ont le plus de mal à accepter. C'est que parfois, il y a des fois, ça va rouler. Ça va pas demander énormément d'efforts. Ça demande toujours un petit peu d'efforts, mais l'envie, elle est tellement là que ça va. Et il y a des fois où la régularité, elle s'amoindrit un petit peu, et c'est pas grave, en fait. Ouais. Ça fait partie du process, mais c'est pas grave, et ça fait partie complètement du process, je pense. Mais oui, il faut l'accepter au départ. Et je pense que c'est un petit peu difficile parce qu'on a cette idée de Stephen King qui dit qu'il faut écrire tous les jours, Amélie Nothomb qui s'élève de manière extrêmement rigide tous les matins. On a un peu cette idée que pour écrire et quelque chose de bien en plus, faut vraiment s'y dédier corps et âme, alors que pas forcément. Oui et non, en plus, parce qu'il me semble que Stephen King disait que la quantité servait la qualité. C'est qu'il acceptait d'écrire beaucoup, mais qu'il y ait beaucoup de déchets, en fait, et que dans l'eau, il arrive à, améliorer sa méthode d'écriture, sa routine, mieux se connaître, être plus efficace dans les écrits. Je pense que ça se sent au fil d'une carrière, même à mon humble niveau. Je sens déjà que je suis plus efficace dans mes temps d'écriture que je l'étais par le passé. Et puis aussi, oui, accepter que tu auras beaucoup de déchets et que tu vas pouvoir juste, dans le lot, avoir quelques petites idées pépites que tu vas pouvoir réutiliser. Oui, tout à fait. C'est vrai que le problème quand on se met la pression d'écrire tous les jours, on a un peu cette envie d'écrire des choses nickel tous les jours. Donc là, c'est un rajout de pression énorme. Alors que, effectivement, comme tu dis, il y a écrire tous les jours et savoir que l'écrire sur une semaine, tu auras peut-être écrit 7 jours, mais il y aura qu'un seul jour ou deux peut-être qui auront vraiment marqué le bouquin que tu es en train d'écrire, quoi. Donc voilà. Personnellement, je ne sais pas si toi, tu arrives à écrire 7 jours d'affilée. Mais moi, le problème, c'est même si je suis capable d'aligner des kilomètres de ligne, je me rappelle plus de ce que j'ai écrit le lundi, le dimanche. Et entre les deux, parce que j'ai un profil de jardinière, j'ai pas une maîtrise complète au cordeau avec des plans ultra détaillés. Je pense que ça peut fonctionner pour les architectes. Mais quand tu es jardinier ou jardinière, si tu écris avec une productivité folle, tu maîtrises rien. Tu relis, tu te rends compte que c'est complètement inconsistant, que des fois, tu as essayé de broder parce que tu te dis, il faut que j'écrive. Donc, comme tu n'as pas eu le temps de réfléchir, de maturer tes idées, tu brodes et tu fais du remplissage que tu vas finir par cutter de toute façon dans la version définitive. Donc, j'ai essayé personnellement, moi je dis non, ça faut des objectifs, voilà, comme tu dis, se mettre un coup de pied aux fesses, mais qui soient quand même atteignables et logiques en fait par rapport à son propre profil. C'est là, je peux. I can't agree more. Vraiment, c'est tout à fait ma vision. C'est-à-dire que déjà, chacun a le profil qu'il a. Donc, essayer de copier les autres pour copier les autres, ça sert à rien. Et puis, faut s'écouter, quoi. Enfin, écrire tous les jours n'est pas le sacerdoce de l'écrivain. Enfin, c'est vraiment pas l'unique façon d'écrire un livre. Et tu me poses la question, mais non, moi, je n'y arriverai
pas du tout. Pour avoir déjà essayé, j'ai tenu 3 jours d'affilée, je crois. C'est tout, quoi. C'est mon maximum. C'est sinon, j'ai vraiment besoin de me plonger dans ma tête avant, en plus, de pouvoir vraiment écrire ma scène, et cetera. J'ai besoin de la tenir un petit peu. Heu, bah, non, si tu écris tous les jours, bah, tu tiens rien du tout, quoi. Bah, clairement, clairement. Donc voilà, ça ne sert à rien de se forcer à ce point-là. Donc se faire violence, pas jusqu'à ce point-là. Exactement. Et sinon, si on se parle un petit peu plus des conditions dans lesquelles tu écris, est-ce que tu peux un petit peu me mettre en situation, me projeter dans ton quotidien d'autrice et me dire un petit peu, m'expliquer qu'est-ce que tu vois depuis ton bureau quand tu écris? Alors, tu m'as envoyé les questions à l'avance, donc je dévoile les secrets des coulisses du podcast. Cette question m'a beaucoup fait rire parce que c'est misérable. Le mot bureau n'a rien à faire dans cette phrase. Je n'ai même pas de bureau. C'est horrible. Moi, j'ai pris du fond de mon canapé. Alors, bonjour les troubles musculo-squelettiques. Mais pour le moment, on est dans un appartement et je vis avec un illustrateur de bande dessinée qui, lui, pour le coup, a vraiment besoin d'un bureau adapté avec la table modulable en termes de niveau, qui fait ça à plein temps. Moi, j'écris de fond de mon canapé, recroquevillée comme une espèce de crevette dans sa poêle qui a pris trop d'huile. Et en fait, je vois ma télé, la bibliothèque qui entoure la télé. J'ai rien. Et en fait, je rêve d'un bureau, d'acheter une maison, d'avoir un petit bureau, un petit truc, un petit bout de salon, quelque chose où je puisse mettre un vrai bureau et puis un peu des mood boards, des illustrations, des trucs, pouvoir mettre des post-it, des notes, parce que là, je sais vraiment, c'est depuis le fond de mon canapé, quoi. Ça vaut pas du rêve. C'est pas, j'ai pas le côté manoir vraiment travaillé, Hemingway avec son verre de whisky. Non, j'ai rien de tout ça, quoi. Comment ça, tu n'as pas ta pièce à toi avec des bibliothèques jusqu'au plafond et un bureau en chêne magnifique avec une beau window qui va vers la forêt? Ouais, j'adore les beaux windows. Et puis un fauteuil, tu sais, un fauteuil, ou alors tu sais, le côté banquette le long d'un beau window, tu Méridienne. peux bosser comme ça et bouquiner des bouquins. Ah ouais, ah non, ça j'adorerais. Ouais. Je crois que c'est le rêve de beaucoup déjà, de moi aussi. C'est vrai. Ouais, j'adorerais. Mais bah écoute, moi, tu ne me choqueras pas parce que j'écris la plupart du temps depuis mon lit. Donc niveau respect du dos, on est aussi bien, bien Ah, c'est les calé. cervicales qui prennent, hein, au bout d'un moment. Ouais, mais c'est vrai que moi, mon bureau, je l'utilise pour bah, faire mes posts, prévoir certains trucs, vraiment le côté organisationnel de mon entreprise. Ouais. Et autrement, tout ce qui va être plus créatif, et cetera, c'est généralement fond de mon lit et en mode genre vaut mieux pas me prendre en photo à ce moment-là. Je pense que je ne ressemble à rien du tout à part une loque humaine. Ah, mais pareil. Mais voilà. On est beaucoup en vrai comme ça. Et tu te dis ceux qui ont des super appartes, qui ont vraiment une communication hyper léchée sur les réseaux sociaux, qui te font des petits réels où tu les vois taper sur des claviers. Moi, je trouve ça splendide. L'image est très belle, c'est très soigné. Et je pense même pas que c'est fait avec cynisme pour la caméra. Je pense que tu en as vraiment qui ont des bureaux d'écriture qui sont merveilleux et qui ont besoin de leur cocon. J'aimerais en avoir un, mais bon, en attendant, j'apprends à faire sans, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Déjà, si tu arrives à écrire dans des conditions qui sont pas justement ultra top, ultra propices en tout cas à ça, avec une pièce fermée, un truc où tu t'isoles vraiment et tout, bah, c'est déjà pas mal de réussir à terminer un roman. Donc, c'est déjà bien. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus on va dire, des conditions qui t'aident vraiment à te lancer dans l'écriture, dans ta séance d'écriture? Est-ce que tu as besoin, voilà, on parle beaucoup de routine d'écriture, de trucs comme ça. Est-ce que tu as des petits tips comme ça pour toi-même? Ou voilà, quelles sont les conditions idéales pour que tu te mettes à écrire? Toujours et encore le rapport malsain à la productivité. Non, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets un objectif de 10 pages par semaine et je Mmh. suis toujours sur le même format de page. Donc, en fait, je compte plutôt mes romans en signes, Mmh. mais j'essaie d'écrire 10 pages. Et ce qui est bien, en fait, avec le 10 pages par semaine, c'est que j'en suis capable. C'est-à-dire que des fois, le mercredi, je vais avoir fini mes 10 pages et des fois, le vendredi soir, je suis à 3 et je me dis, bah, ce week-end, va falloir cravacher. Mais je peux moduler. Là, tu vois, ce soir, je passe du temps avec toi. Demain, je m'occupe de mentorer une élève en master d'écriture. Donc, je sais que je vais avoir 2 heures avec elle et que derrière, je n'aurai peut-être pas la disposition mentale pour me mettre à écrire. Donc, c'est pas grave. J'ai peut-être 2-3 heures dans la semaine où je vais pas être hyper opérationnelle pour écrire. Je vais peut-être écrire 0 ligne. Mais il me reste de la semaine du mou
pour faire des trucs, je peux faire des soirées ciné, je peux faire des trucs, quand même vivre et pas vivre pour l'écriture intégralement. Et puis les 10 pages, ça me permet des fois, c'est vraiment les astuces minables. Mais franchement, moi, ça me fait la différence des fois. J'écris une ligne sur une nouvelle page et je change de chapitre. Et ça compte comme une page. Et ça, c'est hyper bien parce que du coup, tu peux tricher sur le nombre de signes. En plus, ça m'aide à faire des chapitres plus courts parce que des fois, par pure flemme, je me retrouve à essayer de raccourcir mes chapitres pour dire allez vite. Comme ça, je sais pas que je bâcle mon travail, mais j'atteins mon objectif. D'autant plus que j'ai tendance à écrire le soir après le travail, généralement vers 20h, et j'écris entre 20h et 21h15, on mange vers 21h15. Donc je me dis, j'ai un créneau d'une heure, une heure et quart, une heure et demie. Pour avancer comme je veux, faut quand même réussir à dépoter. Tu as des scènes qui coulent toutes seules parce que tu as beaucoup de dialogue, et tu en as où c'est de la description et tu sors les rameaux. Donc ça, c'est les conditions en termes d'objectifs qui déjà me permettent de m'y mettre. Après, musique. Il me faut impérativement de la musique. De toute façon, je lis en musique, je fais tout en musique. Je peux pas ne pas avoir de la musique. Alors des fois, ça me parasite parce que je passe plus de temps à trouver la bonne playlist d'écriture qu'écrire de manière effective. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème, mais je suis avec. Et puis, ouais, c'est ça, c'est le fait de me dire, c'est la fin de journée, j'ai un créneau d'une heure, puis après, il faut que je mange et tout, donc avec mon chéri, donc je vais pas décaler, je vais pas manger à 23h non plus. Donc ça me force à mettre dans des bonnes conditions. Ça, c'est pour la routine. Après, sur les projets, comment je les conçois, ça dépend des projets, donc ça peut être plein de méthodes différentes. Et puis, Pomodoro, aussi l'outil Pomodoro en ce moment, qui donc, il y a comment ça s'appelle, l'appli Pomodo Focus. Je la recherche en attendant. Pomofocus.io. Et c'est donc des sessions de 25 minutes de concentration et de 5 minutes de temps off. Et le fait d'en fait lancer une session de 25 minutes, c'est que des fois, je sens que je suis en train de galérer et je me dis, vas-y, je prends le téléphone. En fait, tiens, j'avais posté un reel et je voulais répondre aux commentaires. Et je dis, non. 25 minutes de focus, t'avances. Tu te laisses pas décourager la première difficulté. Tu te laisses pas papillonner, tu te forces. 25 minutes, ça passe vite. Et ça m'aide vachement à être beaucoup plus efficace. Le Pomodoro, oui, si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est justement améliorer sa productivité, que ce soit pour l'écriture ou pour totalement autre chose, c'est vrai que c'est un outil qui est très, très performant, qui a vraiment cette capacité de te recentrer sur l'essentiel en très peu de temps, parce qu'au final, effectivement, 25 minutes, c'est pas si long. Je crois même qu'il y a certaines applis. Alors celle dont tu parles exactement, je la connais pas particulièrement, mais je sais qu'il y en a d'autres où tu peux régler le temps de concentration. Donc c'est même pas obligatoirement 25 minutes. Ça peut être 15 minutes, 10 minutes. Si vraiment c'est difficile, hop, on relance. Après, il faut faire les pauses. Il faut pas faire des pauses de 25 minutes, justement. Mais l'idée, c'est quand même de faire des pauses plus courtes que le temps de concentration. Mais ça peut permettre de lancer la machine quand on a un peu de mal. Et c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Mais ouais, les contraintes, de manière générale, avoir des cadres, personnellement, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Que ce soit la contrainte de temps parce qu'il faut dîner, ou si j'écris le matin, la contrainte de temps parce qu'après, il va falloir que j'aille au travail, en disant, je peux pas, en fait, scroller sur Instagram. Il y a un moment, il faut que ça dépote, il faut que je sois efficace. Et ça marche pas comme ça. Ouais, c'est bien. Et du coup, tu dis que ton activité principale, ce n'est malheureusement ou heureusement, selon comment on se place, pas d'écrire toute la journée. Et du coup, je voulais te demander comment est-ce que tu gères tes priorités, de manière générale, afin d'avoir le temps un petit peu de tout faire. J'essaie d'avoir des plannings qui sont, je suis en train de penser que je n'ai pas répondu à mon banquier d'ailleurs. J'essaie d'avoir des plannings qui sont assez propres et pas tout mettre sur une même semaine parce que sinon je vais être frustrée. Ou alors j'accepte que mon objectif, il va plus être de 10 pages, il va être de 5 pages. J'aime bien les contrôles, je vais être un peu toquée quelque part. Et donc avoir un planning qui est propre, qui me permet de dire, ok, je sais que lundi, mardi, je vais pas pouvoir écrire, donc vraiment mercredi, jeudi, il va falloir que j'avance. Dimanche, j'ai des trucs à faire, donc je serai moins dispo. Vraiment planifier, ça m'aide beaucoup. Mais sinon après, c'est simplement, je fais ma journée de travail, je rentre le soir et puis j'échelonne un peu les différentes choses à faire, que ce soit de l'administratif, créer des contenus. Je crée beaucoup de choses à l'avance en fait. Là, par exemple, sur TikTok, je sais que j'ai 3 semaines de contenu.
qui sont préparés à l'avance, qui sont dans mes brouillons, mon téléphone qui me donne des alertes, attention, votre téléphone est bientôt saturé. Mais j'essaye de pouvoir avoir plein de choses de planifier et de me dire, bah voilà, là, il y a une journée, un samedi ou un dimanche, je sais qu'il me faut tant de temps pour tourner des TikTok que je vais redupliquer ensuite sur Insta ou créer des posts en carrousel, ce genre de choses. Mais la planification, pour moi, c'est la clé. Très bien. Bah, écoute, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui nous écoutent et qui aimeraient avoir cette capacité de planifier autant de choses à la fois, afin de mieux s'organiser. Mais, c'est vrai que, bah, du coup, tu leur donnerais quoi d'ailleurs comme conseil pour, déjà faire les premiers pas dans cette méthode de planification? Bah, déjà, je pense, dans l'écriture, s'accorder voilà, des temps de travail en se disant, bah, je sais que dans mon planning, à 20h, je m'y mets, je commence à 20h. Et en fonction de où c'est de l'objectif d'écriture en mots ou en pages ou de l'écriture en temps de travail. Mais voilà, les petits outils comme Pomodoro, la technique Pomodoro fonctionne bien. Et puis, le reste du temps, avoir une vision claire de leur semaine. Moi, c'est facile, j'ai pas d'enfant. Hein. Je pense que quand on a des contraintes familiales, c'est pas la même. Mais de se dire, bah, je sais que ce week-end, j'ai l'anniversaire d'une copine, donc j'aurai pas de temps. Donc, j'ai envie d'avancer cette semaine. Et cette semaine, je voulais aller au ciné. Mais en fait, bah, le film, il est toujours en salle la semaine prochaine. Peut-être que j'ai déjà plein de choses planifiées cette semaine, de voir des amis, machin. Donc, je m'accorde quand même des temps d'écriture et j'étalonne sur plusieurs semaines ce que j'ai envie de faire pour pouvoir tout faire et pas saturer d'un même coup. Parce que ça peut être aussi le travers qu'on peut avoir au début de se dire, je vais planifier, donc je vais planifier plein de trucs et mettre plein de temps productif et toute ma vie va être mise sur du papier à musique, mais on devient fou aussi. En fait, moi, je travaille beaucoup, mais en vrai, ça ne m'empêche pas de regarder des séries Netflix avec mon homme le soir, quoi. Mais parce que j'ai planifié du temps de travail en amont qui me permet d'avoir des temps de détente à côté, quoi. Mmh. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vu qu'ils vont tout planifier et boucler carrément, 5 minutes près toute leur journée, ils vont être 10 fois plus productifs, mais en oubliant en fait de se laisser un peu du mou, de se lâcher la bride, de pas s'en demander trop, de faire des pauses aussi, de s'aérer Ouais. un peu l'esprit et tout. Bah, finalement, ils sont beaucoup moins productifs et finalement aussi, bah, ils se retrouvent à culpabiliser parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas tout fait. Donc Mmh. du coup, ils rentrent dans un cercle vicieux de, bah, j'arrive pas à faire, donc je suis nulle. Donc du coup, j'y arriverai pas, donc je planifie plus et ils arrivent plus à planifier et à avancer dans leur projet. C'est comme les régimes, en fait. C'est exactement pareil. C'est des gens qui vont se dire, je vais manger salade matin, midi, soir, salade matin, midi, soir. Au bout d'une semaine, on pète un plomb. On finit par manger un bon gros burger qui tâche. On se sent coupable. On se dit qu'on est mauvais et on fait le yo-yo et on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de constance. C'est des petits pas. Hein, un bouquin, alors il y a des gens qui arrivent à écrire un bouquin en 2 semaines, il n'y a pas de problème. Mais bon, faut voir la qualité du bouquin derrière. Je pense que derrière le 2 semaines d'écriture, il y a énormément de temps de travail de planification aussi. Ou alors le bouquin n'est pas très bon. Voilà, on peut pas, à mon avis, le premier jet doit être horriblement mauvais si on se dit on fait que ça pendant 2 semaines et on n'y a pas pensé une seconde avant. Peut-être que je me trompe, hein, il y a peut-être des cerveaux surhumains. En tout cas, moi, je sais que ça serait pas quali si je travaillais comme ça. Mais oui, faut pouvoir faire des petits pas. Mieux vaut faire des petits pas et avancer de manière régulière mais constante que des gros à-coups suivis de semaines ou de mois de traversée du désert où on n'ose plus parce qu'on s'est dégoûté la fois d'avant. Exactement. C'est garder à l'esprit le plaisir, en fait, que ce Mm. soit, dans l'écriture et à côté aussi, afin de pas être frustré de manière générale et de pouvoir avancer sur tous les fronts, quoi, tout Ouais. simplement. Hem, du coup, moi, je voulais te demander aussi, bah, pourquoi t'écris? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, en fait, de manière, générale? Pourquoi le premier roman ou peut-être d'autres histoires que tu n'aurais pas publiées avant te sont venues et pourquoi tu les as écrites? Je sais même plus trop bien. C'est marrant, j'ai un post, tu vois, j'ai un post prévu dans 15 minutes qui va se mettre en ligne sur tout mon parcours d'autrice. J'ai commencé à 9 ans parce qu'il y avait une espèce de concours d'écriture. On n'appelait pas ça des nouvelles à l'époque, mais c'était un concours d'écriture pour enfants et adolescents sur le thème de l'an 2000. Et on pouvait écrire ce qu'on voulait. Et j'y suis allée parce que mes parents m'ont proposé ça. Et j'ai dit, ah tiens, c'est chouette. Sans comprendre que derrière, c'était du travail, l'écriture. Et je me rappelle avoir dit oui, avoir un peu vaguement réfléchi à l'idée, y être allée
la fleur au fusil comme beaucoup. Et puis quand il faut se retrouver avec son papier, son crayon et se dire allez, on s'y met, bah, c'est horriblement difficile et un peu rébarbatif des fois et puis frustrant. Et bah, je m'y suis mis comme ça. Et puis finalement, je suis allée au bout de l'écriture de cette nouvelle. J'ai été troisième de ce concours d'écriture de manière assez improbable, avec un texte qui ressemblait à rien, qui parlait de plantes carnivores et de zombies du Titanic. Donc à 9 ans, voilà, c'était déjà un délire. Et puis bah, quelques années plus tard, pareil, ça m'est revenu comme ça en me disant, je vais écrire un roman. Mais en plus, c'était même pas je vais écrire un roman, je vais écrire une trilogie qui va être de la Dark Academia, pas le copie d'Harry Potter, avec tous les écueils des erreurs de premiers romans qui vont pas, avec des noms flingués de personnages parce que ça faisait classe. Et puis pomper sur mes amis, enfin les personnages c'était des calques de mes amis, de mes camarades de classe, il n'y avait rien qui allait. Et puis j'y suis allée, puis avec des vagues en fait de ah j'adore, je suis à fond, on en parlait en off tout à l'heure, mais le côté tunnel et j'avance comme une dingue, et puis les moments de découragement total où tu dis ça ressemble à rien, je vais rien en faire, mais cette espèce de naïveté adolescente qui te permet de croire qu'en fait, après tout, pourquoi pas, tu finiras bien par en faire quelque chose. Si j'avais eu un minimum de rationalité à l'époque, je me serais rendu compte que ça allait être beaucoup plus complexe que ça, et je me serais certainement pas lancée dans l'écriture, mais j'y suis allée avec candeur et un énorme amateurisme. Mais c'est ça qui est beau, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on découvre son style, ce qu'on a envie de faire, les affinités. Et puis après, on peut évoluer au fil de nos lectures d'un genre à un autre, tester des choses, tester des formats. Mais j'y suis allée un petit peu spontanément, comme ça, parce qu'on m'a demandé d'écrire une nouvelle. Et puis voilà, après un boulot, paf, ça m'est venu comme une envie de pisser, comme on dit. Pardon, je suis vulgaire. Mais non, j'ai pas. La vocation m'est tombée dessus, mais de manière un peu molle en plus. Je vois qu'il y a des autrices et des auteurs qui disent qu'ils écumaient tous les salons du livre. Je crois que c'est Cassandre Lambert qui disait qu'elle avait, voilà, en tant que lectrice vorace, elle était allée voir Victor Dixon en tant que fan ultime, et finalement aujourd'hui elle dédicace à côté de lui. J'ai même pas cette espèce de storytelling de j'étais une wannabe qui avait absolument envie de percer, et en fait maintenant j'ai réalisé mes rêves. Ça m'est un peu tombé dessus, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle l'appel de la forêt, je crois, quelque part. Ouais. Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'est quand même un beau parcours parce que il y a beaucoup de gens qui s'y mettent déjà 10 fois plus tard que ce que tu n'as fait. Déjà, avoir tes premiers pas dans l'écriture autour de 9 ans et tout, bah, c'est pas donné à tout le monde, même si ça t'est un petit peu tombé dessus. Je trouve que c'est un beau storytelling. Déjà, troisième à ton premier concours d'écriture, je trouve que c'est quand même une bonne place. Et Ils sont trop tard. La première, je me rappelle, moi j'étais en CE2, la première devait être en sixième, donc pas du tout la même maturité. Mais en fait, elle avait fait un discours et tout, puis elle avait écrit un bouquin sur la paix dans le monde. Moi, avec mes délires de plantes carnivores, j'avais quand même le recul suffisant de me dire, ah ouais, je crois qu'on n'a pas du tout pris. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'an 2000, l'arrêt de la fin du monde, l'arrêt des guerres et tout. Moi, je suis genre des plantes carnivores et des zombies. Ouais, ouais, ouais. disons que on est un petit peu au prix Goncourt avec la littérature de genre et la littérature blanche, quoi. Tu vois, t'es sûr de pas gagner, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais en tout cas, je trouve que c'était déjà un beau parcours. Et, et du coup, bah, là, tu viens un petit peu de nous dire justement, en tout cas, de nous présenter un peu ton imagination foisonnante qui est là depuis déjà plusieurs années. Moi, j'ai envie de te demander un petit peu comment une histoire te vient, comment l'idée, elle germe en toi. Et si tu veux, tu peux prendre, enfin, tu m'as dit tout à l'heure, ça dépend aussi un petit peu de l'histoire, etc. Comment, voilà. Tu peux prendre un exemple d'un de tes livres, soit le dernier, soit un autre qui serait plus parlant si tu veux pas dévoiler certains trucs de ton dernier roman. Voilà. Comment te vient une idée d'histoire? Alors, c'est généralement partiellement une problématique très réfléchie, partiellement de la loose. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que en général, je pars vraiment d'une problématique, et de cette problématique, je construis à la fois l'intrigue, mais surtout le genre dans lequel j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire que Paternoster, ça va parler de violence de classe, ça va parler de relations toxiques, et ça va parler de racisme aussi un peu.
Et j'ai choisi le thriller parce que c'est un genre qui est très proche du réel et que en fait, j'étais dans une relation toxique et que c'était complètement en miroir avec ma propre situation. Je l'assumais, mon ex le savait, ma belle famille le savait que j'écrivais là-dessus, mais je me rangeais derrière, c'est de la fiction, c'est un peu pour rire, sans assumer que Cocotte écrit sur une relation toxique en étant pleinement dans une relation toxique. Mais j'ai eu envie de transposer ça en sortant quand même complètement du côté très essai ou très contemporain, en rajoutant une pointe de fantastique, aussi nourrie par des œuvres qui m'ont beaucoup parlé, beaucoup marqué, comme Get Out, Jordan Peele, qui lui est vraiment sur du pur sujet de racisme plus que de la relation toxique, et Midsommar d'Ari Aster, qui est incroyable, qui est un super film d'horreur, qui est du folk horreur, où en fait tout est en pleine lumière. C'est génial, c'est vraiment de l'horreur qui se passe dans un cadre magnifique. Il fait beau au fin fond de la Norvège durant l'été, donc il fait quasiment jamais nuit dans le film, avec des gens blonds aux yeux bleus, souriants dans des petites robes blanches avec des fleurs dans les cheveux. Et je trouvais ça génial à récéder, à créer une ambiance poisseuse comme ça, vraiment prenante, viscérale, avec un contexte aussi idyllique et bucolique. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça en fait. C'était la problématique personnelle de traiter des relations toxiques, mais en me disant, j'ai envie de travailler l'ambiance, être capable de réussir à créer une ambiance comme ça sur ce type de cadre, avec derrière des histoires qui ne se ressemblent pas du tout, mais c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce méfier de Loki d'Or, qui est techniquement du young adulte, mais qui est un peu coincé entre young adulte et adulte. C'était de me dire, le marché du young adulte aujourd'hui, il est fragmenté avec d'un côté le young adulte qui va être très contemporain avec les découvertes des premiers émois, le harcèlement scolaire, voilà, des problématiques en fait de société. Et de l'autre côté, vraiment l'imaginaire avec je suis l'héroïne d'un royaume oublié, avec le beau gosse ténébreux qui en fait je n'ai rien pour moi, je suis maladroite, mais il m'admire moi. Ah, et le deuxième beau gosse ténébreux, mais qui est blond, mais qui a à peu près la même personnalité, ou pas vraiment, c'est au contraire, ils sont complètement opposés. Et également amoureux de moi, ils sont tous amoureux de moi. Et moi, en fait, j'ai aussi des pouvoirs magiques qui, personnellement, m'insupportent un peu, mais qui, en vrai, correspondent à cet âge adolescent où on a envie de rêver, on a envie de se croire différent et un peu exceptionnel. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'écrire de l'imaginaire, je n'ai pas envie d'écrire du contemporain sur ce projet, mais je veux de l'imaginaire avec du concret. Avec des problématiques d'ados réels, de la meuf lambda en fait, qui n'est pas l'héroïne de la prophétie, qui est peut-être l'amie de l'héroïne de la prophétie, et je me retrouve avec une héroïne qui est éleveuse de chèvres, le truc pas du tout sexy quoi. Et il se passe des tonnes de trucs de magique dans le bouquin, à tout le monde sauf à elle. Elle est plus narratrice qu'héroïne. Et voilà, c'était quelque chose de plus cru, mais dans un et plus vrai, plus palpable dans un contexte imaginaire. Donc ça, c'était ma problématique de travail. Et puis de me dire, j'ai pas eu trop l'occasion de travailler des personnages secondaires. Donc là, c'est du petit village en huis clos avec plein de personnages secondaires. J'ai envie de vraiment les développer. Donc, problématique d'écriture, problématique de société ou de récit ou de dynamique de marché qui m'intéresse. Et puis la partie loose, c'est que par exemple, ce méfier de Loki d'Or, c'est un déchet du concours Rajo. Parlons-en. J'ai complètement échoué au concours Rajo. J'ai même pas été parmi les 20 finalistes qui ont été appelés à Paris. C'est un truc que j'ai fait sur un coup de tête au téléphone avec un pote auteur qui n'a pas non plus été finaliste du concours Rajo, qui lui aussi s'est planté. Où je me suis dit, vas-y gars, on est à 10 jours de la deadline, on trouve une idée, on pond un sino, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, c'est une semaine de travail, voilà, et puis on écrit un premier chapitre. Ce qui est intéressant, c'est pas d'être lauréat du concours Rajo, c'est d'aller rencontrer les éditeurs à Paris et discuter. C'était plus ça qui m'intéressait. Et j'ai pas eu cette opportunité, c'est pas grave, le bouquin est sorti. Désincarnation, c'est pareil. Désincarnation qui sort là, à la fin du mois, qui pour moi qui sera déjà sorti au moment de la sortie du podcast, qui est certainement mon texte le plus abouti en termes d'écriture, le plus technique, sur lequel on a le plus travaillé niveau édito. Alors c'est facile de dire que c'est mon préféré parce que c'est mon petit dernier, donc mon petit dernier est toujours mon préféré, mais bon. C'était à la base une nouvelle qui faisait la moitié de cette taille, qui a été rejetée sur un concours d'écriture. Donc voilà, c'est aussi un petit peu des projets qui se prennent des portes, que je refaçonne. Je dis, vas-y, pleure pas. je t'essuie un petit peu la boue que tu t'es pris dans le visage, on te recoiffe un petit peu à gauche et à droite, et allez hop, on te remballe et on renvoie à quelqu'un d'autre. Et ça finit par le faire. Mais moi, je tente les concours d'écriture et je me rate. Et finalement, ça marche bien quelque part aussi.
Donc, si ton public auditeur et auditrice rate des concours d'écriture, bah, franchement, c'est pas grave. Si vous Ça va, arrivez à vous retomber sur vos pattes, c'est tout ce qui compte. ça va peut-être redonner un petit peu espoir à beaucoup de gens. Et je t'avoue que moi-même, le concours Rajo, j'ai été Tu l'as raté recalée. aussi. Oui. Yeah. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est plein d'espoir parce que bah, tu es quand même une autrice publiée. Reconnue aussi dans le genre un peu imaginaire, fantastique, horreur aussi. Tes premiers romans sont, il me semble, assez horrifiques, plus horrifiques. Donc, bah, que tu sois recalé à un concours d'écriture, euh, bah, du coup, ça redonne énormément d'espoir pour ceux qui n'ont même pas eu la chance d'être publiés ou remarqués un jour par un éditeur. Donc voilà, tout est possible. Tout le monde, les concours d'écriture, c'est à partir d'un roman, d'une chose. Ça ne remet pas en cause l'écrivain qu'on est. La possibilité même de voir le roman en question être publié par quelqu'un d'autre, comme Tout à ça a fait. été Je pense pour... que les concours d'écriture, en vrai, Rajo, j'en sais rien, je suis pas dans leurs locaux, mais je serais pas étonnée que Rajo ait en tête des types d'histoires qu'il recherche et qu'ils fassent du picking parmi les manuscrits qu'ils reçoivent, mais qui savent déjà dès le départ pas qui va gagner, mais qu'ils ont envie de sélectionner par rapport à leurs propres envies éditoriales. Donc, c'est sûr que mon héroïne éleveuse de chèvres, déjà à la base, en disant je vais aller à contre-courant des codes du young adulte pour casser les clichés, c'était jouer la carte de l'outsider. C'était sûr que je facilitais pas mes chances. Et je pense qu'il y a des projets qui, à contrario, sont très bien calibrés, qui peuvent gagner les prix, qui finalement peuvent aussi être oubliés assez rapidement parce que ça va avoir un goût un petit peu trop de produits marketés bien calibrés sur une tendance de marché donnée. Et le bouquin va être bon. Il n'y aura pas de problème, hein, parce que quand on gagne un concours, un bouquin est bon. Il y a zéro débat là-dessus. Mais peut-être qu'il sera finalement moins marquant et peut-être moins fort dans la bibliographie d'un auteur ou d'une autrice parce que il aura peut-être trop collé à une mode à un moment donné, quoi. Bah, après, ce qu'il faut bien garder aussi à l'esprit, c'est que ces concours, ces appels à texte, même de manière un peu générale, c'est la manière qu'ont les éditeurs de trouver leur prochain, peut-être pas best-seller, mais un livre qui va se vendre. Leur but, c'est quand même de vendre le livre, donc il faut quand même, Vraiment. bah, si ça correspond à un marché qui est là actuellement en demande, etc., forcément, il y a plus de chances que ça aille vers cette production-là. Donc, c'est ça pour un peu... ton propos était nuancé, mais c'est juste voilà pour rappeler aux auditeurs que c'est pas parce que c'est uniquement marketing, mais ça joue forcément dessus quoi. C'est oui, si vous faites un livre qui est hors code, il peut être extrêmement bien, mais ne pas répondre aux attentes de la maison d'édition à ce moment-là. Voilà. C'est ça. Et Et puis il y a des projets. Alors voilà, on pense à des Crystal Dabos qui ont été excellentes sur le concours Gallimard. Mais celui qui avait, ou celle, je sais plus, mais le projet qui était en finale avec elle a aussi une belle vie éditoriale. Alors il n'a pas eu le succès millions d'exemplaires façon Crystal Dabos, mais ça l'a pas empêché d'être édité. Et puis par ailleurs, des fois, il y a des projets, je pense à Christopher Bouy, qui est un auteur de SF, qui a fait un roman jeunesse, sous un autre nom de plume d'ailleurs. Mais voilà, on sait que c'est lui, donc je me permets, je n'oute pas Christopher Bouy par ailleurs, qui est adapté en série sur Netflix. Je crois que la plupart des gens ne savent pas qu'il est adapté en série sur Netflix. Les gens le connaissent plus pour ses textes en science-fiction. Et ça lui a pas rapporté, voilà, hein, ça lui a pas dévoilé, on l'a pas couvert d'or, tu vois. Il y a un moment, c'est aussi, il faut relativiser le côté concours et compagnie parce que c'est une jolie porte d'entrée, c'est une jolie vitrine marketing, c'est un vrai boost, c'est certain quand on gagne, mais c'est pas l'alpha et l'oméga non plus, quoi. ah bah oui, et puis je pense qu'il doit y avoir aussi des auteurs qui ont gagné un concours, qui ont eu une vie éditoriale sur leur roman plutôt chouette, mais après, plus rien. Enfin, Ouais. voilà, tout est toujours possible, je pense, notamment dans le marché du livre. On a vu tout et son contraire, donc vraiment,
tout est possible. Mais du coup, voilà, c'est vraiment pas parce que on est publié qu'on est forcément retenu à un concours. C'est pas parce que on n'a jamais été vu que c'est pas possible d'être justement sélectionné. Comme tu le dis, Christelle Mmh. Davos a eu, enfin, c'est un exemple assez incroyable. Donc voilà, gardez espoir. C'est pas parce qu'un texte est refusé quelque part qu'il sera pas pris ailleurs. Et se méfier de Lokidor, c'était quand même un texte qui avait sa personnalité. Mmh. Et effectivement, je pense qu'une maison d'édition comme Rajo n'a peut-être pas la volonté de prendre un risque comme ça, sachant qu'ils font quand même des trucs. Enfin, j'ai rien contre cette maison d'édition en particulier, mais c'est une maison d'édition qui fait quand même de la jeunesse au sens large, et Ouais. du coup qui proposent des textes quand même assez pas lisses, mais qui sont assez faciles à lire. En tout cas pour ses lecteurs, faciles à aborder avec des thèmes effectivement très ancrés dans dans l'actualité, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu nous sortais un petit peu un ovni par rapport à ça. Ouais, je le savais, hein. Je te dis, je savais que de toute façon, j'avais aucune chance de gagner. J'espérais peut-être juste qu'ils me sélectionneraient en se disant, on va rien en faire, on la publiera pas, celle-là. Mais vas-y, on va la rencontrer. Il y a peut-être moyen de prendre contact et peut-être demain de travailler avec elle sur un autre projet. Mais il y a aussi un truc à comprendre, c'est que même si le projet sur lequel on est rejeté ne finit pas par être édité, c'est pas grave. Moi, mon tout premier roman, je l'ai jamais publié parce qu'il était quand même pas très bon. Et au même titre qu'un illustrateur ne fait pas un tableau qui va être exposé au Guggenheim ou au Louvre ou je ne sais pas où dès son premier essai, de toute façon, plus personne de contemporain n'expose au Louvre aujourd'hui. C'est pas grave, en fait, on apprend et c'est en faisant qu'on s'améliore aussi. Et il y a des projets qui sont des projets poubelles, mais qui sont en fait des projets d'essai pour se faire un peu la main, se faire la griffe. Et c'est OK aussi. Mais oui, après, les maisons d'édition, elles ont leurs envies marketing et commerciales. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils font des trucs mainstream, c'est des choses qui sont sans intérêt par ailleurs. Mais oui, des fois, on colle plus ou moins bien à tel ou tel esprit. Et puis, c'est aussi une question d'adéquation à un moment donné. Est-ce que tel éditeur ou éditrice qui a lu tel texte à tel moment donné, ça va matcher ou pas? Il faut quand même un minimum d'alignement de planète. J'ai tendance à dire que l'alignement de planète, il se crée aussi un peu. C'est-à-dire que oui, il faut mieux viser des maisons d'édition qui sont mieux calibrées que de dire je vais viser tout le monde et me manger 45 lettres de refus et pas comprendre pourquoi. C'est peut-être plus intéressant. Bon, le contraire, aujourd'hui, on ne fait plus des envois papier. Mais sinon, au global, même question de crédibilité et de démarche, d'un point de vue professionnel, c'est mieux de mieux cibler moins, mais cibler des choses, des maisons d'édition, des structures qui sont plus adaptées à ce qu'on écrit. Tout à fait. Ça, c'est vraiment des choses où quand on arrive dans le secteur du livre, qu'on n'a jamais été confronté à tout ça, etc., c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent sembler logiques, mais tu vas pas forcément y penser. Mmh. Et en fait, une fois que tu commences à te mettre vraiment dans les bottes de l'éditeur, je trouve que tu comprends mieux en fait comment tu vas pouvoir te vendre et aborder ne serait-ce que la soumission de manuscrit. Et effectivement, si tu envoies à n'importe qui comme ça, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il voit un intérêt en fait dans ton livre, tout simplement. Donc, ça demande vraiment une réflexion en amont, de bien connaître son livre aussi, Oui. de se demander qu'est-ce que j'ai écrit et et où est-ce que ça pourrait avoir un intérêt d'être publié, quoi. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit peu la transition pour mon autre question qui suit. C'est après donc 5 publications comme ça que tu nous as fait et dans un temps assez réduit. Qu'est-ce que tu pourrais donc à part ce qu'on vient de se dire peut-être, qu'est-ce que tu as appris du monde de l'édition et aussi de ton écriture? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, tu es pas obligé de nous donner toutes Tellement les de choses. leçons que tu as apprises, mais Non, mais c'est un milieu, c'est vraiment un milieu professionnel. J'ai commencé voilà avec la tête pleine de rêves, plein d'espoir naïf, envoyé à tout le monde en me disant bah, c'est une maison d'édition qui fait du jeunesse, je fais du jeunesse, allez j'envoie. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais je pense que à partir du moment où j'ai vraiment capté que c'était un milieu professionnel, avec les intérêts, les contraintes et les défaillances et les déviances
que ça peut comporter, parce qu'on peut rencontrer des gens absolument formidables, et comme dans tout milieu, j'ai envie de dire aussi dans tout milieu artistique, il peut y avoir des sacrées dérives. Donc je pense que les auteurs et surtout les autrices ont intérêt à se protéger, à se blinder, parce que c'est un milieu qui est encore assez sexiste, faut être honnête, mine de rien, c'est pas catastrophique, on n'est pas non plus dans les années 80, mais il y a encore des petits résidus à gauche et à droite, et des abus. Et puis se mettre dans la démarche de je suis un ou une professionnelle qui m'adresse à des professionnels, et donc du coup j'envoie pas des mails en mode bonjour, mon roman il est super merveilleux, vraiment je pense que ça va être un best-seller, publiez-moi, merci, bisous. Non, en fait on s'adresse à des pros qui sont là pour vendre un produit. On est sur un projet, c'est intéressant parce que c'est sur des projets artistiques, mais le livre reste un produit. Moi je travaille dans le marketing dans la vie civile, donc c'est étonnant que j'ai mis autant de temps à le capter finalement, mais ça a été aussi un peu un game changer à partir du moment où j'ai compris que le dossier de soumission, fallait vraiment bien le soigner, fallait vraiment étudier le marché. Alors moi, j'écris pas forcément dans les tendances, mais ne serait-ce que comprendre l'ADN des maisons d'édition, comment tel projet pourrait s'inscrire dans l'ADN, dans le catalogue d'une maison d'édition ou non. Et oui, faire un tour sur le site internet, mais aussi lire ce que publient les maisons d'édition, écouter les interviews des éditeurs, essayer de comprendre les tendances, se renseigner sur des forums, discuter avec les auteurs à gauche et à droite. Il y a énormément de travail de recherche en fait qui est clé pour les auteurs, pour réussir en fait à capter, avoir le tilt qui permet que ça y est, on est dans la bonne démarche et on va taper à la bonne porte de la bonne façon au bon moment. Et il y a ça en fait, il y a le facteur chance, mais en fait derrière le facteur chance, il y a quand même un facteur malin de gens qui y arrivent parce qu'ils ont trouvé la bonne méthode. L'alignement de planète, comme je disais, il se crée. Et la plupart du temps, c'est ou que le texte n'est pas assez abouti, là c'est un défaut même pas de travail, parce qu'on travaille sur un texte, mais de maturité du projet, ou bien c'est un problème d'attitude. Et ça ne veut pas dire qu'on est une odieuse personne qui se comporte de manière snob, mais juste, on n'a pas une démarche suffisamment propre, suffisamment pro, et on n'a pas contacté les bonnes personnes pour que ça fonctionne. Et je pense que c'est ça, moi, qui a un peu changé la donne. Et puis, les réseaux. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, être auteur sur les réseaux, c'est un vrai accélérateur de croissance. Parce que les maisons d'édition, qu'on soit clair, les influenceurs, les bookfluenceurs qui aujourd'hui, ou même les influenceurs globaux, qui publient des livres, si leurs livres sont publiés, c'est que leurs livres sont bons. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a plein des influenceurs livres avec 20 000, 30 000, 50 000 followers qui ont tenté et qui n'ont pas aujourd'hui de contrat d'édition parce que leur projet n'était pas suffisamment bon. Donc ceux qui ont publié ou qui publient, oui, c'est grâce à leur communauté, mais ils n'ont absolument pas démérité à aucun moment. Parce qu'il a fallu écrire le bouquin était suffisamment bon pour convaincre. Alors peut-être que les maisons d'édition ont une marge d'acceptation un petit peu plus large, à se dire ce projet mérite plus de travail que la moyenne. Donc je l'accepte en me disant que je vais devoir y consacrer plus de temps sur le travail édito que la moyenne des manuscrits que j'accepte. Il y a eu peut-être un critère d'acceptation un petit peu plus large là-dessus. Mais oui, en fait, avoir une grosse communauté, ça permet d'avoir des grosses maisons d'édition qui vont décider de plus facilement accepter des projets, qui vont derrière plus facilement mettre du budget marketing sur les projets, parce que c'est ça aussi. Un succès dépend aussi du budget marketing qui est mis. Des super produits, des super livres qui ont bidé parce que le marketing, des fois, était très bon, il y avait eu de l'investissement, il y en a, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de budget qui a été suffisamment bien affilié au projet, et les bourses des éditeurs ne sont pas extensibles non plus. Donc, il y a un moment, ils se disent, j'ai un Maxime Chatham ou un Stephen King à défendre, et puis primo-romancier, primo-romancière, oui, je ne vais pas y accorder le même budget marketing, et ça me semble normal. Et donc, se créer une communauté, être visible, prouver qu'il y a déjà en fait un lectorat présent et montrer qu'on a une identité qui est un petit peu léchée au niveau du dossier de soumission, qu'on va être capable derrière, même si on n'a encore rien posté sur les réseaux, et qu'on va être capable de défendre le projet. Ou si on se présente pas en maison d'édition, mais en salon du livre, et qu'on échange avec les éditeurs, qu'on est un minimum à l'aise, qu'on n'a pas l'air, qu'on sait parler du projet, qu'il y a du contact humain qui est convaincant qui se fait, c'est aussi un game changer. C'est pas essentiel, mais c'est vraiment des critères facilitants. Le moment où on comprend qu'il faut être pro et le moment où on décide d'investir sur son image. Je pense pas qu'il faille être. Enfin, moi personnellement, j'ai pas décidé de faire des trucs. J'ai pas un persona sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que c'est moi qui fais mes délires, qui teste des trucs, je m'amuse en fait. Et il faut que ça reste aussi du plaisir parce que sinon on devient dingue à créer des TikTok et des Insta si on n'aime pas ça. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus nécessaire. Et oui, après j'ajouterais que, on n'est pas forcément obligé de montrer son visage sur les réseaux pour exister. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, je sais que, notamment avec des gens que je suis, se montrer, faire des vidéos et cetera, c'est très, très compliqué. Et ça peut créer vraiment un malaise, voilà, une peur. C'est pas obligatoire, mais par contre, une présence pour vraiment, exister, et exister à travers ces textes, ces univers et cetera, c'est déjà, un minimum et ça peut suffire à créer justement une attente auprès des lecteurs et cetera et cetera. Tu as Mais 100% oui. raison. C'est complètement ça. Alors, soyons quand même honnêtes, les algos préfèrent les visages. C'est-à-dire que dès qu'on montre sa tête, ça fonctionne mieux. Mais c'est pas obligatoire. Mieux vaut ne pas montrer sa tête et pas faire de réel en face cam que les faire et avoir l'air hyper mal à l'aise. Mieux vaut faire moins à la hauteur de ses moyens sur des trucs avec lesquels on est à l'aise, on prend plaisir à développer, que de se forcer à faire un truc qui ne nous correspond pas. Clairement. Ou même, être présent, sur, Substract, être présent sur Discord, enfin des trucs où on n'a pas sur Thread tout simplement. Mmh. On n'a pas forcément besoin d'exister à travers une image, mais en tout cas de s'approprier son propre nom ou son nom de plume, d'exister en fait en tant qu'auteur et d'être suivi en fait par des gens qui ont envie de lire, qui ont envie de rentrer dans l'univers et de pouvoir dire: «Oui, vous pouvez croire en moi», parce que ces gens-là, eux, ils croient en moi. Ouais. Et en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une communauté en plus de 20 000 personnes, je pense, mais c'est vraiment juste un, un cœur de choses. Ça aide toujours, bien entendu, mais en tout cas, voilà, enfin, je sais que ça crée beaucoup, beaucoup de débats dans notamment, surtout des gens qui sont pas forcément soit à l'aise, soit qui ne sont pas forcément de la génération réseaux sociaux. Où justement, pour eux, c'est j'ai pas de communauté, donc de toute façon, je serai jamais édité, gna gna Ah gna, et ça non, devient de la rancœur. Sauf que ce qu'on oublie aussi, c'est que les gens qui arrivent à publier et qui ont une communauté de 50 000 personnes, qui vendent à pratiquement autant, ou en tout cas qui sont capables de faire des sorties monumentales, etc., ils permettent aussi de débloquer des fonds pour pouvoir publier des auteurs qui sont un petit peu plus, justement, qui sortent des clous, qui sont un peu moins mainstream, qui sont c'est ça. voilà. Enfin, C'est les projets triple A, c'est pas comme dans le cinéma, hein, les films avec Danny Boone où tout le monde dit mais c'est mauvais, pourquoi on continue à en produire? Ouais, mais c'est ces recettes en salle qui permettent après de prendre des risques sur des plus petits projets à risque. Exactement. Mais par ailleurs, je tiens quand même à dire aussi que j'étais pas sur les réseaux moi à la base, hein. C'est-à-dire que mon tout premier roman est sorti chez les Luciférines, a été racheté par le Héron d'Argent 2 ans après, et c'est les éditrices du Héron d'Argent qui m'ont dit il faudrait que tu te mettes sur Instagram. J'avais même pas d'Instagram perso. Je dis, ah bon, tu crois? Ils m'ont dit, bah si, quand même, et tout. Je dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je suis personne, j'ai sorti un roman. Comment je vais. J'ai rien à raconter, moi, sur Instagram. En fait, je faisais des photos de vacances, des photos de bouquets de fleurs, enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir, parce que je savais. Puis de temps en temps, je serai à tel festival ce week-end. Et je regrette de ne pas avoir pris plus tôt, compris qu'il aurait fallu que j'investisse, et à nouveau, démarche professionnelle. Mais c'est pas obligatoire. Et pareil, Carme, il est sorti en plein Covid. Il y avait pas de marketing du côté de la maison d'édition. J'ai fait mes premiers salons, mes premières dédicaces plus d'1 an et demi après la sortie, presque un an et quelques mois après la sortie. Donc c'est pas une obligation d'avoir un énorme budget marketing, c'est pas une obligation d'avoir des présences sur les réseaux sociaux, et que ça soit pas l'excuse, le cache-sexe à la raison de pourquoi j'ai pas été édité et une telle ou un tel a réussi parce que monsieur ou madame a des followers. C'est faux. C'est faux. Il y a un moment, je pense qu'il faut aussi assumer ses responsabilités, dire il y a des choix qu'on fait et c'est ok de pas vouloir être sur les réseaux, mais à aucun moment c'est un facteur décisif de non-acceptation de romans pour les maisons d'édition. Oui, ça aide, c'est un pied à l'étrier. Ça peut être vraiment, voilà, un roman égal, ce qui n'arrive quand même, je pense, assez rarement, mais un roman égal, à qualité égale et à potentiel égal, forcément, on va choisir une personne qui a le plus de visibilité. Enfin, ça semble logique pour tout système de marché en fait qui veut performer un minimum. C'est que Bah oui.
c'est un risque qui sera moins grand et c'est tout en fait. Mais après, un texte qui est vraiment pourri ne va pas forcément être édité parce que la personne a des followers, comme tu l'as C'est dit, ça, tout à fait. clairement. Donc vraiment ça c'est des débats qui ont encore lieu hein, sur les réseaux sociaux, sous des posts, des trucs comme ça, mais où vraiment cette perception en fait de l'éditeur, je trouve elle est un peu faussée, sans doute par un peu une image d'Épinal qu'on a de ce milieu-là. Donc Mmh. c'est bien justement que des gens comme toi viennent un peu parler de leur expérience, dire justement ce qui les a aidés et pourquoi en fait aussi. L'importance de délier un petit peu le truc, c'est pas uniquement pour avoir voilà en faisant des conneries sur les réseaux sociaux, en faisant des blagues bêtes, en suivant des tendances, etc. qu'on va construire une communauté. C'est justement en étant soi-même. Parce que Oui, tu dis que tu aurais peut-être pu être un peu plus professionnel dans la manière d'aborder les réseaux sociaux au début, mais finalement, c'est en étant toi-même que tu as attiré des gens vers ton univers et que tes followers te suivent depuis tout ce temps maintenant. Donc, c'est ça. Les photos de bouquets, les photos de vacances, c'était pas forcément très nécessaire. Mais oui, je pense que l'authenticité est hyper importante. De toute façon, ça se voit, les profils qui sont vraiment les tryharders, qui font tout pour que ça soit beau, que ça fait trop lisse, trop propre, on sent que c'est pas naturel et que ça vient pas du cœur et ouais, je pense que surtout aujourd'hui, les gens veulent du naturel, veulent de l'authentique. Et puis moi, personnellement, j'aime pas faire les trucs par calcul. Donc à partir de là, chacun fait bien comme il veut. Mais bon. mmh. Mais voilà, en tout cas, on se relâche un peu sur les réseaux sociaux. C'est toujours mieux, mais Puis à au pire, votre on sauce. efface. Voilà, c'est si on se dit, bah non, je me sens ridicule ou j'aime pas, mais on efface, c'est pas grave. Hein. Mmh. Et puis, il faut faire ce qu'on est capable de faire sur le moment T et Hein. peut-être que plusieurs mois après, 1 an après, vous serez capable de faire des reels, sans problème et machin. Enfin, c'est chacun pas à pas, chacun à son rythme et la communauté que vous grossirez, elle grossira en même temps que elle grandira en même temps que vous. Donc c'est ça qu'on cherche. Et justement, un petit peu, on se parle un peu de réseaux, peut-être aussi de commentaires, de choses, voilà, de retours de lecture. J'avais une question pour toi parce que, tes textes, ils sont, au début, tu as pas mal écrit donc au niveau de l'horrifique, des romans qui peuvent un petit peu déranger. Le féminisme aussi est au centre de tes thématiques. Hem, donc c'est vraiment des romans, des histoires qui peuvent diviser. Comment est-ce que tu as géré ou comment gères-tu en tout cas jusqu'à présent les rencontres avec des lecteurs ou des avis qui peuvent s'avérer parfois négatifs? Alors les rencontres avec les lecteurs négatifs, je crois pas en avoir eu beaucoup. Il y a des gens hein, qui peuvent me voir en disant je l'ai lu et c'était pas mal, mais j'étais un peu déçue. Je dis ah bah moi, expliquez-moi et parce que ça m'intéresse en fait d'avoir le ressenti réel. C'est toujours extrêmement plaisant quand j'ai envie de dire incroyable, génie de la littérature, oh là là. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on progresse. Voilà, comment dire, ça fait du bien à l'ego, mais ça apporte rien. Tandis que quelqu'un qui a le courage de venir me voir en direct pour me dire j'ai été déçue parce que j'attendais ci et ça, sur lequel on peut échanger en disant ah bah oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi en fait je voulais justement éviter d'aller dans cette piste-là parce qu'on s'attend à ce que l'histoire prenne ce virage et justement je voulais aller à contre-courant. Je peux comprendre que ce soit déceptif, mais c'était pas l'histoire que j'avais envie d'écrire. La personne ah bah oui, je comprends. Après c'est les goûts, les couleurs, il n'y a pas de souci. Et il faut accepter qu'une fois qu'on publie un bouquin, il nous sort des mains les lecteurs s'en emparent. Des fois, ils auront des analyses qui seront pas aussi justes. Hein. Des gens qui peuvent dire vraiment des grosses âneries en termes de critiques. Enfin voilà, sur Paternoster, où tout le principe, c'est d'étudier le personnage principal, qui est une jeune femme d'origine modeste, qui est kabyle, qui se retrouve dans un milieu chez ses beaux-parents, qui sont bourgeois, avec des codes qui sont pas du tout les siens. J'ai une chronique assassine qui dit oh là, une histoire qui parle des problèmes des riches. Genre, à aucun moment, mais c'est pas du tout le bouquin. Bon, elle est là, elle est sur Babelio, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas, je pense qu'au début, ça fait du mal à l'ego, et puis après, on se blinde, on se dit, je suis pas d'accord avec cette personne, et puis c'est tout. Et puis, des fois, il y a des gros rageux, parce qu'en plus, cette personne-là, c'est un compte qui s'amuse à démonter tous les bouquins. Donc, c'est un gros rageux, il avait déjà démonté Carne.
en disant c'est vraiment de la grosse daube. Il avait lu Paternoster, il avait eu une mine clinique. J'avais déjà pas été convaincue par Kern, mais vas-y, j'ai repris un petit peu de caca là comme ça et vraiment mince alors, ça a toujours le goût de caca. Je dis mais si t'aimes pas mon écriture, arrête de te forcer, hein, t'inquiète, lis autre chose, hein, pas de problème. On se demande pourquoi certaines personnes se font du mal comme ça. Non, mais c'est ça. Et puis voilà, le côté, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller verser ta bile comme ça sur Babelio? Est-ce que tu te sens un petit peu mieux à la fin de la journée? Voilà. Écoute, chacun fait ses trucs. Mais je sais que j'ai fait aussi une grosse erreur au tout début de ma carrière qui m'a permis un peu de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que sur mon tout premier roman, Faites vos jeux, au départ, j'avais des avis positifs. C'était génial. Je me dis, waouh, j'ai fait un travail extraordinaire. Qui en vrai, aujourd'hui, oui, il doit être pas trop mal ce bouquin. Je l'ai parlé depuis le travail édito, mais il doit être bourré de défauts. Je suis sûre que je ne le réécrirais pas du tout comme ça aujourd'hui. Il a le charme d'un premier roman, on va dire. Et quand on n'a que des avis dithyrambiques, c'est facile. Donc, je partageais tous les avis en disant merci beaucoup pour cette excellente critique. Voilà, je m'envoyais des fleurs à moi-même. Et j'étais ravie, en fait, de l'accueil et c'est génial. Et puis est venue la critique assassine, mais méchante en plus, gratuite, qui disait mon neveu de 4e aurait pu faire pareil. Enfin, je sais plus, mon neveu, mon cousin aurait pu faire pareil alors qu'il est en 4e. On dirait que c'est écrit par une enfant. Les personnages sont pas assez genrés. Je dis, mais quoi, vous allez dire quoi? C'est quoi cette critique? Et en fait, je me suis dit, si je ne partage pas, si je ne réponds pas à cette critique, on va me dire que je suis malhonnête, que je ne partage que ce qui m'arrange, que les critiques positives, ça aurait tout à fait ce que j'aurais dû faire. En fait, j'aurais complètement dû dire, cette chronique, je n'y réponds pas, je ne la partage surtout pas. Je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre et dire merci de m'avoir lu et de m'avoir dit que j'étais une sous-merde, quoi. Pardon, je suis nouveau vulgaire. Mais du coup, j'ai essayé de la relayer sur mon compte, mais en mettant des pincettes. En disant je pense que cette personne n'a pas tout compris, je suis pas d'accord avec son envie de genrer les personnages. Et puis l'erreur ultime que j'aurais tellement pas dû faire, en allant sur le blog de cette blogueuse, elle n'avait chroniqué que des romans qui étaient plutôt de la bitlit ou de la chicklit ou de l'espèce de c'était pas de la dark romance à l'époque, c'était pas comme ça qu'on appelait ça, mais voilà, des trucs sombres présages, Bad Romeo, ces couvertures avec des mecs torse nu comme ça. Qui peuvent être très bien, j'en sais rien, je les ai pas lus. Mais en tout cas, c'était très loin de mon petit thriller. Donc je me suis dit, c'est pas le public cible. Et en voulant en dire, c'est pas ce qu'elle a l'habitude de lire, donc je comprends qu'elle n'ait pas aimé. Elle a été très très vexée, elle l'a compris. Et je pense honnêtement que je dois avoir une forme de snobisme aujourd'hui que je n'ai plus du tout. Je pense qu'il y a pas de sous-littérature, mais à l'époque, je me dis, en même temps, si elle lit des trucs avec des gars torse-poil sur les couvertures, tu m'étonnes. Non, il n'y a pas aucun souci avec ça. Et elle m'a envoyé sa communauté à la tronche. Et elle m'a envoyé toute sa communauté. Et je me suis pris un énorme bashing de gens qui m'ont dit mais en fait, tu te prends pour qui à dire que les gens ne sont pas assez bien pour ton livre? Alors que je ne l'avais jamais formulé comme ça. Mais bon. Et on fait la pluie et le beau temps, plus jamais tu publieras. Et je me suis fait harceler en fait pendant 48 heures avec des messages infects de gens, mais vraiment, c'était pas on va te trouver, on va te planter, on va te crever, mais c'était quand même on s'assurera que plus jamais que tu ne publieras. Oui, ta carrière est finie, quoi. C'est ça. Mon roman était sorti depuis 1 mois, ça m'a mis dans un... Rien qu'y repenser, ça me broie l'estomac. Ça m'a mis dans un niveau de stress absolument insensé à me dire, voilà, 1 mois, c'était la durée de ma carrière. 5 ans d'écriture pour me faire insulter par une nana qui dit que mon bouquin on dirait que ça a été écrit par un enfant, merci quand même. Et derrière, en plus, ça m'envoie sa communauté à la figure. Et moi-même, je suis responsable parce que j'ai tendu le bâton et que j'ai pas été très fine dans ma manière et j'étais vexante dans ma manière d'accuser réception de cette chronique. Et en fait, j'aurais dû dire poubelle. M'en fiche. La chronique n'était pas gentille, j'aurais juste dû dire poubelle. J'ai pas envie de donner du crédit à cette chronique-là et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, je fais ça. Les chroniques négatives, quand elles sont vraiment négatives, très méchantes, poubelle. Vraiment. Rien à battre. Et quand c'est du modéré, du mauvaise, entre guillemets, avec du 3 étoiles, où la personne dit je sais pas, le rythme m'a pas plu, ou j'ai été déçue par la fin, je décide de dire est-ce que j'aurais pu faire mieux par rapport à ces attentes-là et mieux muscler le rythme ou revoir un peu ma fin, ou est-ce qu'au contraire, là, c'est une question de goût et de couleur, et non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je prends pas pour argent comptant non plus toutes les chroniques qui arrivent, mais je pense qu'on fait juste la part des choses au bout d'un moment. Au bout d'un moment, dans le flot de chroniques qui tombent, toujours le syndrome de l'imposteur, mais je me dis quand même, il y a des fois, je décide d'accorder du crédit à certains avis et à d'autres,
Zéro, nada, pas un peanut. Mais bah, je pense que c'est un passage un peu obligé d'être confronté à des avis qui vont pas dans notre sens. Ouais. Mais c'est vrai que je pense les premiers vont faire très très mal et petit à petit, bah, ils vont plus ou moins passer au-dessus. Il peut y en avoir encore, j'imagine, qui font mal, mais plus on aura écrit, plus on aura publié, plus on aura reçu des critiques qui ne nous plaisent pas ou même peuvent être blessantes et moins ces critiques-là auront de prise sur nous. Enfin, c'est un peu comme ça que je le perçois. Complètement. Et Complètement. puis, alors, il y a des auteurs qui décident de ne même plus lire les retours de lecture, qu'ils soient positifs ou négatifs. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet de se préserver. Il faut toujours se privilégier, on va dire, par rapport à la vie des autres. Mais on se prive quand même de peut-être remarques enrichissantes, que ce soit dans le Oui. bon ou dans le mauvais. Mais après, c'est vrai que comme tu dis, de toute façon, le bouquin, il est édité. À part si on s'est auto-édité et qu'on a fait appel à personne pour élever un peu le truc, faire du ping-pong créatif ou juste voir si voilà, c'était bien corrigé ou quoi que ce soit. Là, bon, dans ce cas-là, il y a que à s'en prendre à soi-même. Mais bah, un bouquin, il sort rarement tout seul, avec Ouais. l'auteur seul. Donc, à partir du moment où il y a un travail éditorial qui est fait avec un éditeur freelance ou un éditeur en maison d'édition, je pense qu'on peut quand même plus facilement aussi se reposer sur le fait que on a pris des décisions, ça plaira pas forcément à tout le monde. Comme tu dis, les goûts, les couleurs, c'est pas forcément les mêmes partout. Et mais par contre, avec l'éditeur, on est deux, donc c'est plus facile aussi de se dire que c'est des choix qu'on a décidé, on a pris tous les deux ensemble pour le meilleur bouquin qu'on pouvait écrire ensemble à ce moment-là aussi, quoi. Et puis, C'est il y a des ratages de positionnement marketing, hein. Aussi, des fois, il y a des bons bouquins, mais qui sont la couverture évoque pas ce qu'il faut, le storytelling autour du lancement évoque pas ce qu'il faut, et derrière, ça déçoit les gens qui disent c'est pas ce que j'avais envie de lire, c'est pas ce que je croyais lire. Alors des fois, on dit bon c'est toi qui t'es pas renseigné, il fallait lire la 4e de couverture et pas juste regarder la première. Mais des fois, c'est aussi des plantages de positionnement marketing. Et l'auteur peut en faire des frais, quoi. Ouais, ça m'est arrivé d'ailleurs, mais comme tu dis, j'aurais dû faire plus attention à la 4e de couverture. C'est pour Porcelaine sous les ruines. L'univers, tout ça, ça m'appelait beaucoup, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une romantaisie en lisant le bouquin. Et Ah, c'est pas du tout ce que je pensais lire à la base. J'ai été euh, un petit peu sortie du truc. les Mais non, ils font que de la romantaisie. Mais oui, quand tu sais pas, et la couverture n'est pas très explicite sur le non. fait que c'est de la romantaisie non plus. Mm. Et puis Chris Lucky-Vezic Et, qui fait des ouais, plumes incroyables et qui oui. était très différent du texte. Alors j'ai pas lu Porcelaine sous les ruines, mais Lutter pour les fantômes pour le coup est très Mm. différent. J'ai su que c'était elle avant de justement acheter Porcelaine sous les ruines. Et en fait, à chaque fois que je suis allée à la Fnac pour jeter un coup d'œil au roman, en fait, il était jamais au romantasy. Il était toujours en fantasy. Et du coup, je pensais que c'était, au pire, il y avait une histoire d'amour, mais c'était pas le cœur du sujet, quoi. Alors que là, c'est vraiment Et le puis, cœur du sujet. les libraires qui des fois vont mettre des trucs de dark romance dans les rayons jeunesse parce qu'il y a de la Voilà. jeunesse, bien sûr. Non, les libraires ont toute la chaîne du livre à sa responsabilité, hein, clairement sur une sortie d'un bouquin, à moins de faire de l'auto-édition, c'est Mais sûr. donc voilà. En tout cas, ça, c'est pour appuyer ce que tu viens de dire sur parfois, c'est juste que les rencontres la vision de l'auteur et les attentes du lecteur ne se sont pas rencontrées. C'est ce qui m'est arrivé il y a très peu de temps, donc c'est pour ça. Ça illustre bien. Alors, ensuite, j'ai une question qui est un petit peu plus difficile que tout ce qu'on vient de se dire. Et je sais que tu me l'as dit tout à l'heure, elle n'est pas évidente. Pour toi, c'est quoi devenir l'auteur de sa vie? Ah là là, je n'ai aucune idée comment répondre ça. Attends, il faut que je réfléchisse et dire un truc. Ouais, non, en fait, je pense que c'est à nouveau le contrôle. Le contrôle, les contraintes, la productivité, je suis assez fantasque dans mon esprit, mais c'est quand même un modèle de pensée qui me correspond bien. Et je pense que être l'auteur de sa vie, c'est être l'acteur de sa vie. C'est avoir une dimension
moteur dans ce qu'on fait, de ne pas se laisser porter par les circonstances. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, planifier à ce qu'on fait, injecter du sens, que ce soit dans l'écriture, que dans pourquoi on veut être sur les réseaux sociaux ou pas, de comment on démarche les maisons d'édition, de comment on positionne sa carrière. Moi, je suis pas opportuniste dans le sens où, comme je disais, je réponds pas aux tendances de marché à me dire en ce moment c'est la romantaisie qui est à la mode, donc je vais faire de la romantaisie. Par contre, voilà, il y a aussi des choses où je suis consciente de me dire attention, mes premiers romans étaient plutôt horrifiques. Aujourd'hui, je sais que l'horreur en France, c'est montant, ça monte. Styx en nouvelle collection chez Robert Laffont, il y a Michel Robert Laffont, je crois. Il y a des choses qui se font, mais c'est niche. L'horreur, c'est hyper fermant. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit d'un côté, j'ai pas envie de lire ce Monsieur de Lucky Door parce que Julia Richard fait de l'horreur. Je dis, mais c'est du young adult. Il y aura des éléments sombres, mais ça ne sera jamais de l'horreur comme Carne qui parle de pandémie de cannibalisme. Et de l'autre côté, des gens qui m'ont dit j'ai lu ce méfier de Lucky Door et après Carne, j'ai été déçue parce que je pensais que ça allait vraiment être un truc avec quelqu'un qui bouffe tout le monde. Sur la couverture, on a l'impression que c'est une sirène et je pensais que ça allait être une sirène qui allait bouffer tout le village. Je dis mais c'est pas pareil, il a 4e couverture, c'est pas du tout ça. Donc par contre, je me dis, tu vois, je vais un peu sortir de l'horreur quelque temps pour montrer que coucou, je ne fais pas que ça, ne me mettez pas dans une case parce que par définition, je déteste les cases. J'aime justement sortir des clichés, sortir des cases, faire des romans hybrides. Alors je te dis ça, le truc que je suis en train d'écrire en ce moment est absolument affreux, mais il est affreux, il est trash, mais c'est pas de l'horreur pour autant. Tu vois, et Désincarnation, c'est vraiment tout doux. Il y a une tête de mort sur la couverture, mais c'est vraiment une novella, mais toute douce, quoi. Donc, donc voilà, il y a quand même ce genre de calcul où je me dis, il y a quelques années, j'aurais pas réfléchi comme ça. Je m'aurais dit, je me laisse porter par le sens du vent et je vois bien où je vais, où j'irai, comment j'y atterrirai. Et aujourd'hui, je me dis, une carrière et même ma vie personnelle, il y a des moments, il y a des décisions à prendre qui peuvent se faire un peu avec perte et fracas, mais qui sont des choix stratégiques sur le long terme. Que ce soit, voilà, sortir d'une relation toxique, en se disant je suis dans le confort et j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du beurre. Non, t'es dans une relation toxique, c'est poubelle. C'est poubelle, tu fuis, tu pars, tu construis autre chose. Et oui, t'as ton petit quotidien, il va falloir tout reconstruire, tu vas être dans une période d'instabilité, tu dégages, tu te barres, tu fuis, tu reconstruis quelque chose de beaucoup plus sain. Mais pareil dans ma carrière littéraire, quand ça va pas avec un éditeur, je pense qu'il y a des moments, il faut avoir le courage de dire stop et de dire je me casse et je récupère ma technique. Et c'est pas facile parce que c'est des métiers humains où il y a quand même des salauds, il y a quand même des sacrés salauds. Pour en être consciente. Mais la plupart des gens, des fois, il y a pas de méchants en fait. C'est des choses qui se passent mal, des envies personnelles, des prospections de carrière, des directions que prennent des maisons d'édition, des stabilités financières qui peuvent se casser la figure, évoluer, qui ne plus nous correspondent. Donc je pense qu'il faut accepter faire de la veille consciente sur tout ça, être alerte sur ce qui se passe, être acteur des décisions qu'on a envie de prendre. Je sais pas si ça répond bien à la question. C'est ta manière de le répondre. Moi, si je peux faire une petite synthèse un petit peu pour peut-être essayer de voir si j'ai bien tout compris. C'est un peu comme quand ton personnage, il doit être un petit peu non pas passif de son histoire, mais qui doit être actif et prendre des décisions, qui va entraîner et qui va raconter justement son histoire. Voilà, c'est pas de se laisser porter justement. Et comme, enfin, je le rapproche à ça parce que je sais qu'il y a un truc qui est tombé. Comme je sais que l'écueil de certains auteurs dans leur début, leur personnage, il est un petit peu comme une feuille au vent, il se balade, etc. Donc c'est pour ça que ce que tu me dis, moi, c'est ça que ça m'évoque. Et que donc du coup, voilà, si on reste vraiment dans la technique narrative, l'auteur, vraiment la narration, devenir l'auteur de sa vie, ce serait donc prendre en main sa destinée et faire les choix qu'il faut et décider soi-même. Tu le dis tellement mieux que moi. Non, c'est juste que voilà, moi cette question en fait, j'essaye de l'analyser justement avec mes invités sous le prisme justement de techniques de narration, de trucs comme ça. C'est justement pour faire ressortir un petit peu ça et faire peut-être ressurgir, on va dire,
des techniques de narration qui sont peut-être un peu floues pour le rapporter un petit peu, voilà, vu que moi, c'est vraiment le coaching de vie littéraire qui m'intéresse. C'est la vie de l'écrivain, du coup, c'est être un peu son propre protagoniste, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien le raccrocher à ça. Mais en tout cas, je pense que déjà, ta réponse ça a pu éclairer beaucoup de nos auditeurs. Donc voilà, moi, je t'ai donné mon interprétation de ta réponse, mais elle n'est pas forcément, pas forcément mieux. Pas de souci. Si tu pouvais mettre un livre entre les mains de tout le monde, donc ça peut être un livre de développement personnel ou un livre spirituel ou un livre, peu importe, ou un roman, un essai ou quoi que ce soit vraiment, mais un livre, dans les mains de tout le monde, lequel ce serait? Ouf, c'est tellement compliqué de répondre à cette question. Mais Alors, tu peux aiguiller peut-être pour nos auditeurs, donc ceux qui sont vraiment en rapport à l'écriture, voilà, mais pas que. c'est moi, j'aime beaucoup Le Passeur, The Giver de Lois Lowry, parce que Mhm. c'est une excellente porte d'entrée dans la SF. C'est un peu politique. Aujourd'hui, des gros lecteurs de SF diront aucun intérêt, parce que c'est de la SF plutôt enfant. Mais en fait, c'est une présentation d'un monde qu'on présente comme une utopie, parce qu'on est à travers les yeux du jeune Jonas qui doit avoir 12 ans de mémoire, qui donc n'a pas les codes de compréhension de tout ce qui se passe en coulisses, qui croit ce que lui disent ses parents, qui a aucun recul en fait, et qui découvre la vie de ses yeux d'enfant et qui petit à petit va mûrir et comprendre qu'il n'est pas du tout dans une utopie, mais qu'il est dans une contre-utopie, qu'il est dans une dystopie. Et c'est un très beau livre pour la jeunesse, pour quelqu'un qui dit j'ai jamais lu de SF et moi alors voilà, les SF, les vaisseaux spatiaux, c'est pas mon délire. Dire non non mais la SF c'est beaucoup plus intéressant que ça. La SF c'est vraiment un miroir de notre monde avec des portées symboliques, politiques, sociales extrêmement fortes. Et ce texte il est très simple, mais il est très beau, il est très efficace. Et pour les gens qui vraiment se disent j'ai jamais lu de l'imaginaire, je sais pas si je suis capable d'aimer ça, les trucs Lord of the Rings, tout ça, bof, c'est pas pour moi. C'est vraiment le texte où je pense qu'il faut voilà, une très bonne porte d'entrée dans l'imaginaire. Super. Bah écoute, moi ça me va. En plus, c'est un roman que je connais pas. J'en ai entendu parler, je le connais de nom. Ah, Donc regarde le film. du coup, c'est. Pardon? Par contre, le film, faut pas y aller. Hein. Oh, le film mauvais, mais c'est un des plus mauvais films. Mais honnêtement, mais j'étais dévastée. Il était tellement mauvais ce film. Il faut imaginer que c'est quand même un livre qui parle d'un monde où on n'a pas les couleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'apparition de la couleur qui est décrite dans le livre et c'est très intéressant. C'est-à-dire que le gamin, il joue à se jeter une pomme avec son camarade. Et il se dit, la pomme, il y a un truc bizarre sur la pomme. Elle change pas de forme, elle change pas de poids, mais par moment, il me semble qu'il y a un truc qui change. Et en fait, il voit le rouge pour la première fois. Mais il n'est pas capable de le définir parce qu'il ne voit qu'en noir et blanc. Euh, Ils ont fait le film en couleur. C'est couillon, on fait le film en couleur. Il y a eu une telle levée de boucliers des fans qui ont été obligés de le retravailler en noir et blanc en post-prod, ce qui n'a pas du tout été travaillé pour le film. Et puis, ils en ont fait une espèce de romance adolescente, alors que le personnage n'a pas de romance, il a 12 ans. T'as Taylor Swift, qu'est-ce qu'elle fiche là, la pauvre? Tu sais pas. Non, il n'y a rien, il n'y a rien qui. Et donc non, on l'oublie, il n'existe pas. Non, c'est faut Euh, pas y Ça, malheureusement, il y a beaucoup de films comme ça issus de livres qui n'auraient pas mérité de voir le jour. Tous nos voeux de condoléances aux fans d'Eragon ici. Oh, ouais, ouais. Eragon, c'est sympa, Ouais. Eragon. Je confonds toujours avec Aragorn. Eragon, ouais, Eragon. Mm. Eragon, La Tour Sombre. Enfin, il y a, enfin voilà, il y a florilège d'œuvres. D'ailleurs, bizarrement, ils n'ont jamais eu qu'un seul film. Hein. Ouais, la tour sombre, potentiel raté, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Mais ok, donc le passeur, bah écoutez, je mettrai le lien dans les notes de podcast pour tout ce qu'on se dit, afin que si ça vous intéresse, si Julia a réussi à vous vendre le pitch, vous alliez le voir. Enfin, en tout cas, le commander, justement, pas le voir, le lire, important. Mieux que le regarder. C'est un bon livre. Et ensuite, moi, je voulais te demander, on arrive à la fin de ce podcast, et donc je voulais te demander, la prochaine fois, le prochain invité, ou un des prochains invités, tu voudrais pouvoir écouter qui dans ce podcast? J'ai
eu les questions en amont et j'ai pas réfléchi aux réponses. Moi, j'aimerais bien Aileen, alors je sais pas comment ça se prononce son nom. Aileen Manco, je crois que c'est Aileen Manso, ouais, c'est avec un C, c'est dire, qui est une autrice en jeunesse, qui a fait Ogresse, qui m'a mis une bonne claque dans la figure. Je veux entendre parler cette nana. Il y a un truc non, mais alors là, pour la voir, faut y aller, mais Adeline Dieudonné. Adeline Dieudonné, moi, j'adore ce que fait Adeline Dieudonné. Reste est incroyable. C'est pas de l'imaginaire, mais c'est fou. Sur une femme qui, avec son amant en vacances, et en fait, il meurt. Et elle veut pas relâcher le corps parce qu'en fait, elle comprend que si elle appelle et qu'elle rend le corps, elle pourra pas, elle aura plus accès à son amant, il va appartenir à sa famille, à ses amis, et elle a toujours été la maîtresse infidèle. Et elle part en road trip avec le corps dans la voiture. C'est génial. C'est génial. Elle tabasse Adeline Dieudonné. Mais bon, c'est une rockstar de l'édition un peu compliquée. Aline Manso, autrice jeunesse imaginaire, franchement, ça se tente. Bah écoute, parce qu'il faut tester dans la vie, on testera les deux. Mais c'est pas sûr qu'avec le niveau du podcast que j'ai pour l'instant, en tout cas, ce soit une invitée tout de suite pour Adeline Dieudonné. Mais en tout cas, je note les noms et écoute, peut-être qu'avec un peu de chance, un jour, tu entendras ces deux personnes sur le podcast. Pour les personnes du coup qui t'auraient découverte aujourd'hui et qui souhaiteraient pouvoir te suivre, avoir de tes nouvelles, etc., où veux-tu qu'on les redirige? Instagram, je pense, c'est là où je fais des choses les plus complètes. Je fais des choses sur TikTok et je les rebascule sur Instagram. Et sur Instagram, je fais aussi plus de carousel. Donc, c'est là où il y a le plus d'infos de manière générale. Super. Et ben, il y aura le lien, pareil, dans les notes de l'épisode, dans la description YouTube. Et bien sûr, il y aura aussi le lien vers ton nouveau livre, du coup, qui est sorti, donc Désincarnation, qui est sorti depuis le 30 octobre en librairie. Si tu veux donner un petit mot de la fin, justement, pour nos auditeurs, à propos de ton livre ou à propos d'autre chose, je te laisse la place. À propos de mes livres, lisez-les, achetez-les, mettez 5 étoiles sur Babelio. Non, mais de manière plus intéressante, c'est surtout pour les auteurs et autrices qui nous écoutent, de rien lâcher. Ça se construit sur la durée. Moi, je sais que là, j'ai ma visibilité qui a explosé depuis 1 an. Mais voilà, j'ai commencé à écrire à 9 ans, j'ai commencé à écrire sérieusement, on va dire, à 15 ans. Et ça fait quasiment 10 ans que je suis éditée. Donc, tu vois, tu dis, tu as publié peu en peu de temps, mais en vrai, ça fait quand même déjà quasiment 10 ans que j'y suis. Donc, on a envie que tout se fasse tout de suite et d'avoir des trajectoires de carrière à la Margot Dessen ou à Chris Vukilisi qui ont cassé la baraque dès le départ. Mais c'est les happy few, comme on dit, et la plupart d'entre nous galérons de nombreuses années. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai charme à monter vraiment les étapes pas à pas et à savourer en fait les victoires les unes après les autres. Et à prendre des défaites aussi, parce qu'il y en a, faut pas déconner. Mais donc voilà, faut rien lâcher. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Tout à fait. Ça, je pense que c'est vraiment c'est le truc qu'on entend peut-être un petit peu tout le temps, mais qui a une telle vérité en elle-même, cette phrase, que moi, je m'en lasserai jamais. Faut la garder en tête. Et ben moi, je te remercie en tout cas de cet entretien. J'ai trouvé ça hyper cool de pouvoir parler de tout comme ça. Merci de l'invitation. Et encore, bravo pour ta dernière sortie, donc Désincarnation. Le lien sera disponible en note de l'épisode ou en description YouTube pour que, voilà, si vous avez aimé écouter Julia Richard, vous pourrez aimer la lire. Donc voilà, je te remercie. Et du coup, on va se quitter là-dessus. Ouais, à bientôt. À bientôt. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Julia Richard pour sa participation et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour la remercier vous aussi. Le lien vers Désincarnation, son tout nouveau livre, est disponible dans la description. Je vous remercie de nous avoir écoutés et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.